Qui conduit vraiment ta vie en ce moment? Pas dans le grand sens, mais au sens littéral. Qui, en toi, a décidé que tu te lèverais ce matin? Qui a choisi ce que tu regardes là, maintenant? Qui a répondu à ce message que tu as envoyé hier soir sans vraiment réfléchir? Bon, si tu es honnête, tu n'es plus tout à fait sûr. Ce que je vais te décrire, c'est ce que j'appelle le siège vide. Pendant des années, quelqu'un en toi a conduit ta vie à ta place. Tu le sentais. Tu l'entendais décider, pousser, résister, vouloir. Et puis un jour, sans bruit, il a lâché le volant. La voiture continue de rouler, mais ce n'est plus lui qui la conduit. Et toi, tu n'as pas encore pris sa place. C'est cet entre-deux dont personne ne parle. Cet état que tu n'arrives pas à nommer. Ce moment où tu te réveilles, où tu paies tes factures, où tu vas au travail, où tu dis bonjour aux gens, et où une part de toi fonctionne à côté de ta propre vie comme un pilote automatique que tu ne comprends pas. Tu ne veux pas que ça s'arrête, mais tu ne veux plus vivre comme ça non plus. Et tu n'as pas les mots pour dire la différence. Et si personne autour de toi ne t'a jamais dit que c'était normal, c'est parce que la plupart des gens n'en parlent pas. Non pas que ça soit rare, parce que c'est déroutant. Et parce que, tant qu'on ne sait pas ce qui se passe, on croit qu'on est cassé. Tu n'es pas cassé. Tu es en train de vivre quelque chose que les anciens ont nommé il y a longtemps et qu'on a cessé de raconter. Pour comprendre ce qui t'arrive, il faut revenir en arrière. Il faut regarder qui conduisait ta vie avant, parce que ce conducteur existait vraiment. Il avait une voix, des exigences, une direction. Pendant des années, tu as avancé à quelque chose. La peur d'être en retard, le désir d'être aimé, le manque qu'il fallait combler, la comparaison avec celui qui semblait mieux réussir, l'image que tu voulais donner, la version de toi-même que tu pensais devoir devenir. Ce n'était pas toujours beau, mais ça fonctionnait. Tu avançais. Tu te levais le matin parce qu'il y avait une chose à prouver. Tu travaillais parce qu'il y avait une cible à atteindre. Tu cherchais des gens parce qu'il y avait avec eux une présence à recevoir, ou à donner, ou à créer. Chaque acte avait un carburant. Tu ne savais pas forcément lequel, mais il était là, silencieux, régulier. Il tournait derrière tout ce que tu faisais. Et puis, un jour, tu ne sais pas dire quand exactement, ça s'est arrêté. Discrètement. C'est ça qui déroute. Quand une chose importante s'effondre, on s'attend à une scène, un mur qui tombe, un cri, une certitude qui se brise en plein milieu de la rue. Là, non. C'est juste devenu silencieux. Un lundi matin, une tasse de café qui refroidit pendant que tu regardes la lumière bouger sur le mur. Une conversation à un dîner où tu t'entends dire « ça va » et où une partie de toi reste assise en retrait, à t'observer et mentir, sans savoir pourquoi tu mens. Un téléphone que tu ouvres, que tu fermes, que tu ouvres encore, et qui ne contient rien qui te donne envie de quoi que ce soit. Les jours continuent. Tu fonctionnes, tu paies tes factures, tu réponds aux messages, tu ris parfois, et le rire n'est pas faux, il est juste un peu lointain, comme s'il te parvenait à travers une vitre. Mais quand tu es seul, quand tu poses ton téléphone, quand la nuit descend et qu'il n'y a plus de bruit pour couvrir ce qui se passe en toi, tu sens qu'une part de toi s'est retirée. Ça ne fait pas mal, c'est plus étrange que ça. C'est comme si une partie de toi avait déjà quitté la pièce pendant que ton corps continue d'y être assis. Tu te demandes si tu es déprimé. Tu cherches des mots. Fatigue, épuisement, crise de sens. Mais aucun de ces mots ne colle vraiment, parce que tu n'es pas vidé par une chose. Tu n'es pas saturé par autre chose. Tu es juste décalé. Comme si tu étais présent à 15 centimètres derrière tes propres yeux. Et le plus étrange, c'est que ce n'est pas entièrement désagréable. Il y a un calme dans cet état.
Un calme qui ressemble à de la paix, mais qui ne l'est pas tout à fait. Une neutralité. Une absence de pression. Tu ne te précipites plus sur la prochaine chose à faire. Tu ne te bats plus aussi fort pour obtenir l'approbation de ceux que tu voulais impressionner. Les jeux dans lesquels tu étais pris ne te paraissent plus aussi importants, et ce recul devrait te soulager, mais ça te déstabilise. Parce que tu ne sais pas qui tu es quand tu n'es plus en train de courir. C'est là que commence la vraie question. Pas celle qu'on pose dans les livres de développement personnel, celle qui se murmure dans le noir, à 3 heures du matin, quand il n'y a plus personne à qui mentir. Si ce n'est plus moi qui conduis, qui conduit ? Des observateurs de l'âme humaine avaient cartographié ces zones-là, bien avant qu'on leur donne un nom clinique. Il y a 2000 ans, dans le monde grec puis romain, des hommes qui passaient leur vie à regarder comment fonctionne l'esprit avaient remarqué la même chose. Ils disaient, au fond de toi, il y a un principe qui commande. Ils appelaient ça l'hégémonikon, le principe directeur, ce qui décide, ce qui choisit, ce qui tranche. Et ils avaient remarqué une chose étrange. Ce principe directeur, pour la plupart des gens, n'est pas ce que ces gens croient qu'il est. Tu crois que c'est toi qui décides. En réalité, pendant la première moitié de ta vie, ce qui décide à travers toi, c'est une couche plus ancienne, plus automatique, faite de peur, de désir, de comparaison, d'habitude. Tu prends tes propres réactions pour tes propres choix. Tu prends ton conditionnement pour ta personnalité, tu prends le bruit pour la voix. Et ces observateurs avaient noté quelque chose d'encore plus troublant. À un moment, dans certaines vies, ce principe directeur se déplace. Il bouge de place. Ce qui commandait avant n'est plus aux commandes, et ce qui devrait commander maintenant n'a pas encore pris le relais. Les gens qui arrivaient chez eux en disant « Je ne me reconnais plus, je fonctionne, mais une part de moi s'est retirée du jeu », ces gens n'étaient pas malades. Ils étaient en train de changer de conducteur. Parce que ce qui te conduit pendant la première moitié de ta vie, ce n'est pas toi. Ou plutôt, c'est une version de toi. Une structure que tu as assemblée à partir de ce qu'il fallait faire, de ce qu'on attendait, de ce qui faisait peur, de ce qui promettait de l'amour. Appelle-la comme tu veux. Le moi social, l'ego de surface, la couche de survie. Pas au sens moral du mot, pas l'orgueil. Donc juste la mécanique qui te fait te lever, te défendre, vouloir des choses, comparer, construire, survivre. Cette mécanique fonctionne très bien tant qu'elle a un but. Tant qu'il y a une validation à chercher, une menace à éviter, une identité à bâtir. Mais elle a une limite. À un moment, elle rencontre une paroi qu'elle ne peut pas résoudre. Pas un problème précis, une évidence. L'évidence que tout ça, cette course, ces objets, ces titres, ces relations disputées, cette image maintenue, c'est un décor. Et qu'elle-même, cette mécanique qui courait, n'est qu'une partie de toi, pas la totalité. Quand cette mécanique voit ça, elle ne peut plus faire semblant. Elle lâche le volant. Non par choix, par fatigue logique. Ce qui la faisait avancer a cessé d'être crédible pour elle. Alors elle arrête. Elle s'assoit, elle se tait, et pour la première fois depuis que tu es né, la cabine est vide. C'est le moment où tu es maintenant. Alors attention, ce n'est pas une dépression, ni une défaillance, ni un accomplissement spirituel. Rassure-toi, tu n'es pas en train d'atteindre l'illumination. Tu ne lévites pas dans la cuisine. C'est une étape mécanique de la psyché. Quelque chose en toi a fini son contrat. Et une autre part, qui n'a pas encore pris la parole, attend son tour. Donc le problème, c'est que le nouveau conducteur n'arrive pas tout de suite. Il y a un intervalle, un temps mort. C'est cet intervalle que tu habites. C'est là que la phrase se forme en toi. Tu ne veux pas que ça s'arrête. Tu ne veux plus vivre comme ça, les deux à la fois, ni l'un ni l'autre, parce qu'aucun des deux n'est vraiment porté par quelqu'un à l'intérieur. Cet intervalle, des regards très anciens l'avaient vu. Il y avait, dans une autre partie du monde,
chez ceux qui observaient la nature plutôt que les textes, une image qu'ils utilisaient pour décrire exactement ça. Ils disaient que sur le chemin intérieur, on n'avance pas en ajoutant des choses, on avance en laissant les choses tomber. Et qu'il y avait un moment précis où ce qu'on croyait être soi-même devait être abandonné. Non pas tué, non pas détruit, juste laissé de côté, comme on laisse tomber un vêtement qui ne va plus. Ils appelaient cette position le non-agir. Le mot est trompeur, parce qu'il ne s'agit pas d'inaction. Il s'agit de cesser d'agir depuis la peur. Cesser de pousser pour exister. Laisser les choses se faire d'elles-mêmes par la gravité juste qui est en elles. Cette sagesse-là venait de la Chine ancienne, d'un homme qui se demandait s'il avait rêvé d'être un papillon ou si c'était le papillon qui rêvait maintenant d'être lui. Il n'était pas sûr. Personne, disait-il, ne peut vraiment être sûr. Ce qu'il décrivait, c'est l'état que tu traverses. Ce moment où l'ancien mode n'a plus de prise et où le nouveau n'est pas encore là. Il ne décorait pas ce moment. Il disait simplement « tu es dans le vide ». Tu continues parce que tu as commencé, mais ce n'est plus ton pied qui décide de bouger. C'est l'élan qui reste. Imagine une voiture sur une autoroute droite, tard le soir, peu de circulation. Le conducteur qui tenait le volant pendant des kilomètres s'est endormi. Il s'est penché sur le côté. Ses mains ont glissé. La voiture n'a pas quitté la route. L'élan la porte. La route est plate. Personne ne la dirige, mais personne ne la fait dévier non plus. C'est cet état que tu traverses. Si tu étais seul dans la voiture à voir ça, tu paniquerais, tu crierais, tu essaierais de reprendre le volant tout de suite. Et c'est ce que la plupart des gens font dans ton état. Ils essaient de réveiller l'ancien conducteur, de redémarrer l'ancienne motivation, de se forcer à vouloir ce qu'ils voulaient avant. Ça ne marche pas. Ou ça marche pendant 3 jours. Et la voiture recommence à rouler sans lui. Ce que ces regards anciens disaient, ce qui revient de siècle en siècle dans la bouche de gens qui ont passé leur vie à observer les mouvements intérieurs, c'est que cette tentative est une erreur. Tu n'as pas à réveiller l'ancien. Tu as à laisser le nouveau arriver. Mais le nouveau n'arrive pas quand on crie son nom. Il arrive quand on se tait. Et pour se taire, il faut accepter une vérité que presque personne ne dit clairement. Tu n'es pas censé continuer à être celui que tu étais. Ce qu'on appelle soi dans la vie courante, c'est rarement une chose unifiée, donc c'est un empilement. Les couches qui se sont déposées en toi à force d'histoires répétées, de rôles endossés, de peurs contractées, d'ambitions importées, de blessures jamais cicatrisées et devenues des habitudes. Tu crois que c'est toi parce que c'est tout ce que tu as connu. Mais c'est une construction. Elle a marché pour que tu survives. Elle marche encore, en partie. Mais elle n'est pas toi. Il faut comprendre que sous cet empilement, il y a autre chose. Ceux qui observaient l'intérieur depuis longtemps l'avaient senti. Les Grecs anciens, par exemple, eux parlaient d'une part haute de l'âme, silencieuse, qui ne parle presque jamais, mais qui sait. D'autres, des présocratiques, évoquaient un feu qui ne s'éteint pas sous les cendres. Et 3000 ans avant nous, en Égypte, ils avaient déjà 2 mots différents pour distinguer la personne qu'on montre et celle qui reste quand la personne qu'on montre se tait. Ce n'est ni ton caractère, ni ta personnalité sociale. C'est une couche plus profonde, silencieuse pendant des années et qui commence à pousser à un moment précis de l'existence. Elle ne pousse pas par hasard. Elle pousse quand l'empilement du dessus n'est plus viable. Autrement dit, tu ne ressens pas ce vide parce qu'il y a un manque en toi. Tu le ressens parce qu'une autre version de toi est en train d'arriver et qui, pour arriver, a besoin que l'ancien laisse de la place. Ce que tu prends pour une fin est un déménagement. Je sais, c'est bizarre à accepter parce que ça ne ressemble pas à un déménagement heureux.
Il n'y a pas de carton excité dans le couloir, pas de nouvelle adresse, pas de date de sortie que quelqu'un t'aurait donnée. Il y a juste un appartement qui se vide. Tu sais qu'il faut partir. Tu ne sais pas où. Tu ne sais pas quand. Et pendant que tu attends, tu es à moitié dans l'ancien logement et à moitié nulle part. C'est cette condition de nulle part qui te pèse. Parce que ton système nerveux, lui, ne comprend pas ce qui se passe. Il a été habitué à marcher au carburant de l'urgence, du manque, de la peur, du désir. C'était un carburant médiocre, sale, mais constant. Quand ce carburant s'épuise, il ne sait pas en brûler un autre. Alors il se met au ralenti. Tu te sens lourd, éteint, distant de l'appétit de vivre, et tu crois que c'est une pathologie. Ce n'en est pas une. Ton système est en train de désapprendre son addiction à la pression. Il attend qu'on lui montre une autre façon d'avancer, qui n'est pas par la tension, mais par l'alignement. Et ce désapprentissage prend du temps. Il faut qu'il soit complet pour que l'autre chose puisse arriver. Tant qu'une partie de toi continue de chercher de l'urgence, de construire du manque, de se comparer, de s'agiter, le nouveau conducteur reste debout à côté du siège vide. Il ne s'assoit pas. Il attend que la place soit vraiment libre. Donc l'inconfort n'est pas un échec. C'est le travail qui se fait tout seul pendant que tu crois que rien ne bouge. Et si tu écoutes un peu mieux pendant cette période, tu commences à remarquer des choses que tu ne remarquais pas avant. Une intolérance pour les conversations creuses. Une sensibilité plus vive à ce qui sonne faux. Un retrait, souvent involontaire, des groupes, des rythmes, des obligations qui ne tenaient plus par conviction, mais par habitude. Tu t'éloignes de certaines personnes sans crise, sans rupture, juste parce que leur présence te coûte maintenant un effort que tu n'arrives plus à produire. Et pendant longtemps, tu te demandes si tu deviens froid, indifférent, distant. Tu ne le deviens pas. C'est que tu ne peux plus dépenser d'énergie dans des choses qui ne vibrent plus en toi. Tes valeurs ne changent pas. Donc ce sont tes valeurs qui, enfin, se mettent à peser ce qu'elles pèsent vraiment. Je m'arrête un instant, parce que je sais qu'à ce stade, une part de toi reconnaît ce qu'on dit. Si c'est le cas, et si tu veux que je continue à creuser ce genre de terrain dans d'autres épisodes, abonne-toi à la chaîne. Les prochaines vidéos iront plus loin dans ce qu'on touche ici, la mécanique des passages d'intérieur, le langage que les anciens avaient pour ces états, et ce qui se passe dans la deuxième moitié de l'existence quand on accepte qu'on n'est plus tout à fait celui qu'on croyait être. Tu reviens quand tu veux. Je reprends. Il y a quelques années, un ami belge m'a raconté une histoire que je n'ai jamais oubliée. Il avait 34 ans à l'époque. Il travaillait dans un cabinet à Bruxelles. Il n'avait rien qui ressemblait à une crise extérieure. Un soir, il est rentré chez lui en voiture, comme tous les soirs. Il a pris l'autoroute, il a roulé, et au bout de 40 minutes, alors qu'il arrivait devant chez lui, il s'est arrêté sur le parking et il a réalisé, littéralement, qu'il ne se souvenait pas d'avoir pris la clé le matin. Il ne se souvenait pas d'être monté dans la voiture. Il ne se souvenait d'aucun virage, d'aucun rond-point, d'aucun feu. Il avait conduit 40 minutes en parfaite sécurité, en respectant les distances, en mettant ses clignotants, et il n'y avait personne à l'intérieur pour témoigner. Il m'a dit cette phrase que je te redonne mot pour mot. J'étais là, mais il n'y avait plus moi dedans. C'est à ce moment-là qu'il a compris qu'une part de lui avait lâché le volant sans l'avertir. Non pas dans la voiture, dans sa vie. Il avait continué à fonctionner pendant des mois, peut-être des années, pendant que la personne qui avait été aux commandes de son existence s'était silencieusement retirée. Il s'en est aperçu à cause d'une conduite automatique, mais il aurait pu s'en apercevoir autrement. En réalisant qu'il ne savait plus pourquoi il allait travailler, en remarquant qu'il ne désirait plus les choses qu'il avait cru vouloir, en entendant sa propre voix dire des phrases qu'il ne reconnaissait plus comme les siennes. Son erreur au début a été la même que la tienne. Il a essayé de reprendre le volant. Il a essayé de se forcer à vouloir. Il a essayé de se convaincre qu'il fallait se ressaisir.
Ça n'a pas marché. Plus il poussait, plus la cabine se vidait. Et un jour, à force de fatigue, il a fait ce qu'il n'avait jamais fait. Il s'est laissé conduire. Alors, pas comme quelqu'un de passif ou défaitiste. Il a seulement cessé de crier sur le siège vide. Il a regardé la route qui continuait. Il a accepté qu'il ne savait plus où il allait, mais que la voiture, elle, semblait encore savoir quoi éviter. Et c'est là que l'inattendu a commencé. Les premiers jours, rien n'a changé. Il est allé au cabinet, il a mangé, il a dormi. Et puis, une semaine ou deux plus tard, il s'est surpris un matin à ne pas répondre à un message qui, dans l'ancienne version de lui, aurait déclenché 1 heure de rumination. Il a juste laissé le message non lu. Sans drame, sans décision à prendre, sans culpabilité. Juste une petite chose qui ne s'est pas passée, alors qu'avant, elle se serait passée. Le lendemain, c'est un dîner qu'il a quitté avant le dessert, en disant juste « je vais rentrer ». Personne n'a posé de questions. Peut-être qu'ils ont senti, dans son ton, qu'il n'y avait rien à argumenter. Il n'avait pas prémédité ça, c'est arrivé. Et plus il laissait ces choses arriver, plus il sentait, discrètement, qu'il n'était pas seul dans la voiture. Le siège vide n'était pas vide. Il y avait quelqu'un d'autre à l'intérieur. Quelqu'un sans cri, sans urgence, qui ne poussait pas pour obtenir, qui orientait la voiture, doucement, vers ce qui sonnait juste, comme une boussole posée à la place du volant. Et toi, maintenant que je te dis ça, est-ce que tu reconnais quelque chose? Pas besoin de chercher loin. Ces dernières semaines, il y a peut-être eu un moment précis. Tu as dit non à quelque chose, et d'habitude tu aurais dit oui. Cette fois-ci, tu n'as pas hésité, tu l'as juste dit. Et tu ne l'as pas regretté après. Tu as pensé, tiens, c'est étrange, mais tu n'as pas pensé, j'ai été lâche, ou pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Tu es passé à autre chose. Ce moment-là, ce n'est pas toi qui as décidé. C'est une voix plus silencieuse qui a tranché à ta place et qui ne t'a pas demandé ton avis. Ce qui est étrange, c'est qu'à aucun moment tu ne sens d'effort. Les décisions de l'ancien conducteur étaient toujours tendues. Il fallait peser, hésiter, se forcer ou se retenir. Les choses qui arrivent maintenant ne demandent rien. Elles se font. Et après, tu remarques qu'elles se sont faites. Bon, maintenant, il faut que je te dise quelque chose d'important. Parce qu'à ce stade du chemin, il y a un piège. Et beaucoup de gens y restent coincés des années, des décennies parfois. Le piège, c'est de s'installer dans le vide, de prendre goût au retrait, d'en faire une identité. Tu te mets à penser « je suis quelqu'un qui a vu à travers ». Et cette phrase, une fois installée, devient un nouveau costume. Plus beau que l'ancien, plus raffiné, mais un costume quand même. Tu veux savoir comment tu reconnais que tu es en train d'y tomber? Il y a un signe qui ne trompe pas. Tu commences à trouver des gens autour de toi, je ne vais pas dire stupides, c'est trop fort, moins profonds, moins avancés. Tu les regardes parler de leurs soucis, de leur boulot, de leur week-end, et une petite pensée passe. Ils n'ont pas idée, moi je sais. Cette pensée te donne, sans que tu l'avoues, un léger plaisir. C'est ça le piège. Pas l'idée que tu as compris quelque chose, le plaisir secret que cette compréhension te place au-dessus des autres. L'ancien moi, celui qui avait besoin d'exister par la comparaison, vient de trouver un nouveau terrain de comparaison. Au lieu de te mesurer aux autres sur l'argent, le statut, les relations, tu te mesures maintenant sur la profondeur. Même jeu, nouvelle règle. Si tu reconnais ça en toi, tu n'as rien à te reprocher. C'est une étape presque obligatoire. Ton moi ancien a perdu sa place et il essaie de revenir par la porte de derrière, déguisé en celui qui a compris. C'est encore lui. Il s'est juste fait une cure de maquillage. Ses observateurs anciens prévenaient là-dessus. Ils disaient que le moi ancien n'est pas vraiment mort tant qu'on n'est pas redescendu. Tant qu'on contemple son propre passage depuis un balcon, on ne l'a pas traversé. On s'est arrêté au balcon,
à regarder les autres vivre en contrebas. Et ce balcon, avec le temps, devient une cage. Plus belle que la précédente, tout aussi fermée. Ce n'est pas fini quand tu comprends, c'est fini quand tu reviens. La redescente. C'est le mot que j'utilise parce qu'il n'y en a pas vraiment de meilleur. Pas la chute, pas le vide. Le retour dans la vie ordinaire après l'avoir traversée. Et tu sais à quoi ça ressemble, cette redescente? À rien de spectaculaire. Je vais te décrire un matin. Un mardi matin à 7h12. La lumière qui glisse sur l'évier pendant que tu remplis la machine à café. Tu regardes l'eau couler dans le réservoir et tu sens, pour la première fois peut-être, que tu es là. Pas à moitié là, en train de penser à la journée qui vient ou à ce que tu vaux dans la vie. Juste là. Avec l'eau, avec la lumière, avec le silence de la cuisine avant que le reste de la maison se réveille. Et il y a une chaleur discrète dans la poitrine qui dit, bizarrement, que c'est bien d'être là. Ça ne ressemble à rien de plus que ça. C'est ça qui est déroutant. On s'attend à ce que la sagesse, après tout ce qu'on a traversé, ressemble à quelque chose, un pic, une vision, une paix visible sur le visage. Elle ne ressemble à rien. Elle ressemble à une tasse de café qu'on fait en étant vraiment dans la tasse de café. C'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. Parce que le vide, lui, flatte. On peut se dire qu'on traverse une grande épreuve, qu'on est en train de devenir quelqu'un de plus profond que les autres. La redescente ne te donne rien à raconter. Elle te demande seulement de mettre ta conscience nouvelle dans des gestes banals et de ne pas en faire une histoire. Si tu arrives à faire ce passage, vu de l'extérieur, rien ne change. Tu fais les mêmes choses qu'avant. Vu de l'intérieur, tout. La cabine est habitée. Et ton ombre aussi revient. Ce que l'ancien conducteur tenait sous clé pour maintenir l'image, tout ce qu'il trouvait trop dangereux, ta colère, ton désir, ta puissance de contradiction, ça remonte. Pas pour te détruire, pour s'intégrer. Tu découvres que tu peux être en colère sans exploser, désirer quelque chose sans te perdre dedans, dire non sans avoir à te justifier. Cette énergie qui partait en répression commence à circuler autrement. Et là, sans que tu t'en rendes compte, tu deviens enfin ce que tu aurais été si la peur, un jour lointain, ne t'avait pas appris qui tu devais être. Écoute bien ce qui suit, parce que c'est là que se passe la chose que presque personne ne voit. Quand cette phrase te traverse, cette phrase qui dit « je ne veux plus continuer comme ça », elle n'est jamais seule. Elle est toujours suivie très vite d'une autre phrase, plus basse, plus silencieuse, et qu'on n'écoute presque jamais parce que la première a fait trop de bruit pour elle. Quelque chose comme « je ne veux plus continuer ainsi » ou « je ne veux plus vivre pour ces raisons-là » ou simplement « je ne sais plus ce que je veux et pour la première fois, ça ne me terrifie pas ». Cette deuxième phrase, c'est le nouveau conducteur. Et elle n'arrive pas dans les grands moments. Je veux dire, il y a l'image d'Épinal du type assis sur une montagne qui a une révélation. C'est pas ça. Elle arrive un mardi après-midi sous la douche, pendant que l'eau te passe dessus et que tu ne la sens pas vraiment. Tu te dis juste, sans préparation, « Je crois que je ne veux plus faire ce dîner demain. Point. » Et c'est une phrase si évidente, si simple, qu'elle glisse presque. Tu l'entends, tu la laisses passer, tu finis de te laver, tu sors, tu te sèches, et c'est seulement 3 heures plus tard, ou le lendemain, que tu te rappelles cette phrase. Et que tu te rends compte qu'elle disait quelque chose de vrai que tu refusais de te dire depuis 6 mois. Elle ne crie pas, elle ne promet rien de grand, mais elle te dit où aller si tu la laisses finir son mouvement. Et si tu l'entends une fois, tu la reconnaîtras toutes les fois suivantes. Elle ne se trompe pas. Elle parle depuis un endroit en toi qui n'a rien à prouver. La première phrase était le bruit de l'ancien moteur qui finit de caler. La seconde est le silence qui commence à parler. Et maintenant que tu sais qu'elle existe, tu n'as pas à la provoquer.
Tu n'as pas à t'asseoir en méditation en espérant qu'elle parle. Elle ne parle pas quand on l'appelle. Elle parle quand on a la bouche fermée. Tu as seulement à l'écouter quand elle passe, à ne pas la recouvrir tout de suite avec la première phrase, celle qui est bruyante et familière, à ne pas chercher immédiatement à agir sur ce qu'elle dit, juste noter, silencieusement, qu'elle a parlé, et continuer ta journée en portant sa trace. À force, elle devient plus claire, plus fréquente. Tu commences à vivre depuis elle, sans t'en rendre compte, par petites touches. Et un jour, plus tard, tu regarderas ta vie en arrière et tu verras qu'elle a été orientée depuis des mois, des années peut-être, par cette seconde voix que tu ne savais pas écouter au début. Peut-être que ce que tu prenais pour une envie de disparaître était en fait, depuis longtemps, la première fois que tu t'écoutais vraiment. Celui qui reprend le volant maintenant, il n'a pas besoin que tu le reconnaisses. Pas besoin que tu lui donnes un nom, ni d'applaudissements. Il a juste besoin que tu lui laisses conduire. Merci d'être resté jusqu'ici. Ce genre de texte ne se consomme pas, il se traverse. Et le fait que tu aies tenu la traversée jusqu'au bout dit déjà quelque chose de toi que personne n'a besoin de te dire. Si une phrase, une seule, est restée accrochée quelque part en toi, ne cherche pas à la comprendre davantage. Laisse-la travailler. Les choses qui doivent prendre racine n'ont pas besoin que tu t'en occupes. Elles savent faire sans toi. Et si cette seconde voix, celle qui ne crie pas, passe dans ta journée de demain, dans ton silence de ce soir, tu sauras cette fois-ci que ce n'est pas du bruit, que c'est elle qui parle. Prends soin de la laisser finir. À bientôt.